Le sujet de rendement se croit libre, mais il est en réalité un esclave. Cette phrase du philosophe Byung-Chul Han résume à elle seule l'étrange époque que nous traversons. Regardez autour de vous, ou regardez-vous dans le miroir le matin. Personne ne nous force physiquement, personne ne nous surveille avec un fouet, personne ne nous crie dessus. Et pourtant, nous sommes épuisés. Autrefois, la pression était extérieure. Les patrons pressaient les corps dans les usines. Aujourd'hui, la contrainte a changé de camp. Nous pressons nos propres esprits. Avant, la société nous disait « tu dois ». Aujourd'hui, on se murmure à soi-même « je peux, je dois, je vais y arriver ». C'est le grand paradoxe de notre temps. Le développement personnel, au lieu d'être un outil de libération, est devenu une nouvelle forme de surveillance intérieure. Vous n'êtes pas simplement fatigué par votre travail. Vous êtes fatigué parce que vous ne vous arrêtez jamais. Personne ne vous oblige à optimiser votre sommeil, à faire plus de sport, à méditer ou à rentabiliser chaque minute de votre temps libre. Et pourtant, vous le faites, même quand vous n'en avez plus envie. Pourquoi ? Parce qu'une idée dangereuse s'est installée. Si vous n'avancez pas, vous ne valez rien. Vous avez transformé votre vie en projet et vous vous êtes transformé en machine. Mais le problème, c'est que les machines ne craquent pas. Les humains, si. Le burn-out, la perte de sens, cette fatigue mentale chronique qui ne part pas avec une simple nuit de sommeil, tout cela a une origine. Dans cette vidéo, nous allons mettre des mots sur ce que vous ressentez sans arriver à le nommer. Nous allons voir comment, sans le vouloir, nous sommes devenus à la fois l'employé, le manager et l'actionnaire insatisfait de notre propre vie. À force de vouloir devenir la meilleure version de nous-mêmes, nous sommes en train de nous détruire. Car en cherchant une optimisation totale, on finit par épuiser la seule ressource qui ne soit pas une machine, notre humanité. Mais alors, comment briser ce cercle vicieux ? Si la prison est intérieure, la clé l'est aussi. La solution ne réside pas dans une nouvelle méthode d'organisation ou une application de productivité supplémentaire. Elle demande un acte de résistance radicale, réapprendre l'inutile. Cela signifie accepter que chaque minute de notre vie n'a pas à être rentable ou instructive. Cela signifie retrouver le silence, non pas pour mieux travailler après, mais pour simplement être là, sans objectif. Il s'agit de redonner ces lettres de noblesse à la vraie fatigue, celle qui naît d'une vie vécue et non d'une vie gérée comme un tableau Excel. La véritable liberté aujourd'hui n'est pas de pouvoir tout faire, mais d'avoir le courage de ne rien faire. Il est temps de licencier le manager qui vit dans votre tête et de redevenir, enfin, l'habitant de votre propre existence. Parce que votre valeur ne se mesurera jamais à votre rendement, mais à votre capacité à habiter le monde sans avoir besoin de le conquérir. Pour comprendre, revenons à l'analyse de Byung-Chul Han dans « La société de la fatigue ». Son constat est simple et dérangeant. La pression a changé de nature. Autrefois, la société reposait sur une structure claire. Quelqu'un ordonnait, quelqu'un obéissait, discipline, autorité, hiérarchie. Pensez à l'usine. On vous disait quand arriver, quoi faire, comment et quand arrêter. La contrainte était visible, extérieure. On travaillait parce qu'on devait. C'était le monde du « tu dois ». En cas de refus, sanction, exclusion, licenciement. Cette société était dure mais lisible. On savait qui décidait et où la limite se trouvait. Le travail restait en dehors de la vie quotidienne. Aujourd'hui, personne ne nous surveille vraiment. On nous parle d'autonomie, de liberté, d'épanouissement, de développement personnel. Et pourtant, nous n'avons jamais été aussi fatigués.
La contrainte n'a pas disparu, elle s'est déplacée dans nos têtes. Nous sommes devenus responsables de notre réussite, de notre motivation, de notre bonheur, de notre équilibre. On ne nous impose plus « tu dois travailler ». On nous promet « tu peux devenir la meilleure version de toi-même ». Et c'est plus puissant, car refuser devient presque impossible. Nous sommes passés du « tu dois » au « je peux ». Avant, quelqu'un imposait, on obéissait. Aujourd'hui, on s'impose, on s'auto-exige, le contrôle est devenu intérieur. On se fixe objectifs, routines, standards et performances personnelles. On devient notre propre manager, coach, juge et souvent notre propre bourreau. Regardez un salarié aujourd'hui, personne ne lui ordonne de consulter ses mails à 22 heures, d'apprendre en continu, d'optimiser son sommeil ou de faire du sport pour mieux performer. Et pourtant, il le fait parce qu'il croit devoir être à la hauteur, pas pour l'entreprise, pour lui-même. Le bourreau et la victime se confondent. C'est le cœur de Byung-Chul Han. Autrefois, il y avait l'exploiteur et l'exploité. Aujourd'hui, nous nous exploitons nous-mêmes. Nous nous mettons la pression, nous nous comparons, nous nous exigeons. Et c'est pire parce qu'on ne peut pas fuir, on vit avec soi-même. La prison n'a plus de murs, elle est intérieure. Cette voix qui dit sans cesse « tu pourrais faire mieux »,« tu devrais être plus discipliné »,« tu n'en fais pas assez ». Au départ, le développement personnel semblait une bonne nouvelle. Mieux se comprendre, progresser, sortir des contraintes sociales. Mais peu à peu, il a servi à pousser toujours plus loin. Aujourd'hui, circulent de nouvelles injonctions invisibles. Lève-toi plus tôt, lis plus vite, sois plus productif, médite efficacement, optimise ton alimentation, ton sommeil, ton cerveau. Même le repos devient un objectif. Même le silence un exercice. Même le bonheur un projet. Imaginez, vous êtes chez vous, vous ne faites rien, vous regardez le plafond. Au lieu de paix, vous ressentez de la culpabilité, l'impression de perdre du temps. À cet instant, vous vous auto-exploitez. Personne ne vous a rien demandé, mais vous vous jugez. Le burn-out moderne n'est pas seulement une fatigue physique ni seulement trop de travail. C'est l'effondrement d'une identité qui ne parvient plus à atteindre ses propres standards. Avant, on cherchait à être bon. Aujourd'hui, on veut être le plus performant, le plus équilibré, le plus inspirant, le plus discipliné, et le plus n'a pas de limite. On ne s'arrête jamais. Ce qui se brise, ce n'est pas la productivité, mais l'estime de soi. Quoi que l'on fasse, on a l'impression que ce n'est jamais suffisant. Le drame contemporain n'est pas l'absence de liberté, c'est l'usage de notre liberté pour nous auto-épuiser. Nous avons transformé notre vie intérieure en entreprise et nous sommes à la fois l'employé, le manager et l'actionnaire insatisfait. Tout cela repose sur une illusion, croire que l'humain peut être optimisé comme une machine. Là commence le vrai problème. L'obsession d'optimiser nous déshumanise. Si nous sommes si épuisés, ce n'est pas seulement parce que nous travaillons trop, c'est parce que nous nous percevons comme des systèmes à optimiser, programmes, machines, outils de performance. Cette logique semble raisonnable, mais elle est profondément fausse. Aujourd'hui, tout tourne autour d'un mot. Optimiser, son temps, son énergie, sa concentration, son sommeil, son alimentation, ses relations, son cerveau. Routine matinale, biohacking, productivité personnelle, gestion émotionnelle, tout promet des réglages qui garantiraient des résultats. Le problème est que nous ne sommes pas linéaires. Une machine, bien réglée, produit toujours le même résultat. L'humain, lui, est biologique, émotionnel, cyclique, contradictoire. Un jour motivé, le lendemain apathique, un jour créatif,
le lendemain vide, un jour sociable, le lendemain solitaire. Ce n'est pas un défaut, c'est la vie. Aujourd'hui, ce qui ne se mesure pas n'existe plus. On compte les pas, le sommeil, la productivité, le temps d'écran, la performance sportive, la concentration. Les chiffres rassurent parce qu'ils donnent l'illusion du contrôle. Mais certaines dimensions humaines sont inquantifiables. La profondeur d'une pensée, la richesse d'un silence, la force d'un doute, la maturation d'une idée, ce sont ces espaces qui construisent la personnalité. Prenez l'ennui, perçu comme un problème, un temps à combler par le téléphone, il est pourtant essentiel. C'est dans l'ennui que le cerveau relâche la pression, crée des connexions, imagine et digère les émotions. Sans ennui, pas de créativité, sans vide, pas d'identité. Nous avons commencé à juger notre valeur par ce que nous produisons. Mais vivre, ce n'est pas produire. Respire, aime, existe. Ce ne sont pas des performances. Pourtant, nous appliquons partout la logique du travail. Exemple. La méditation, conçue pour ralentir et se reconnecter, devient un outil de productivité. Le sport, qui servait à jouer et se sentir vivant, se réduit au tracking et à la compétition. Même les vacances deviennent productives. Photos à publier, expériences à documenter, souvenirs à valoriser. Le paradoxe. Plus on cherche à optimiser le bonheur, moins on le ressent. La joie surgit souvent sans contrôle, dans l'imprévu. Vouloir la provoquer la fait fuir. On pense « si je fais tout bien, je serai heureux ». Alors on structure, organise, contrôle. Mais le bonheur ne se lance pas comme une application. La créativité naît de l'inutilité. Les idées viennent en marchant, sous la douche, en regardant le vide, en s'ennuyant. Le cerveau a besoin de lenteur, d'espace, de moments improductifs. Dans une société de performance, la lenteur est perçue comme une faiblesse, le vide comme un problème, l'imperfection comme un défaut. Le danger n'est pas la performance, mais d'en faire une identité. Si je vaux ce que je produis, chaque échec menace, chaque pause devient fautive, chaque ralentissement est honteux. Et on se perd soi-même. Une machine doit être stable. Un humain doit être vivant, avec ses hauts, ses bas, ses contradictions, ses moments inutiles. Sans cela, on fonctionne, mais on ne vit pas. Cette logique tient parce que nous avons commencé à considérer l'humain comme un capital, à développer, valoriser, rentabiliser. Quand la valeur devient économique, même la vie personnelle s'aligne. Le glissement est discret mais puissant. Nous ne parlons plus seulement d'individus ou de citoyens, mais de capital humain, compétences, employabilité, potentiel, valeur sur le marché. Le vocabulaire change la pensée. Une personne devient une ressource à développer et valoriser. Dans le monde du travail, on ne demande plus « quel est ton métier ?» mais « quelles sont tes compétences, ton potentiel, ta valeur ajoutée ?» L'identité professionnelle devient un projet d'investissement. Formation continue, mise à jour, adaptation. Positif parfois, mais générateur d'une pression permanente, rester à niveau. Quand tout devient investissement, tout devient stratégique et calculé, apprendre pour être plus employable, lire pour être plus intéressant, faire du sport pour être plus efficace, développer son réseau pour ouvrir des opportunités. Même les relations peuvent devenir utilitaires. Sur les réseaux professionnels, on se connecte pour exister professionnellement, pour se positionner, construire sa marque personnelle. On finit par se voir comme un produit à présenter, améliorer, valoriser. Le phénomène touche aussi la vie intime. Parentalité, où l'on optimise l'avenir des enfants. Activité, langue, stimulation cognitive. Études où les choix se font selon la rentabilité future plutôt que l'intérêt. Relations où l'on évalue la stabilité ou l'apport émotionnel comme un bilan.
La gratuité, la lenteur, l'inutilité, la fragilité et le droit d'être imparfait s'effacent peu à peu. Imaginez traverser une période difficile, moins performant, fatigué, moins inspiré. Au lieu de compassion, vous ressentez de la honte parce que vous avez l'impression de ne plus valoir grand-chose. C'est le cœur du problème. Quand l'humain devient du capital, sa valeur devient conditionnelle. L'identité, jadis ancrée dans la famille, l'histoire, les liens et les valeurs repose de plus en plus sur les résultats, les compétences et la reconnaissance. Quand ces éléments vacillent, on se sent vide. Perdre un emploi frappe plus que le revenu, c'est l'identité qui vacille. Qui suis-je si je ne produis plus ? Voilà à quel point la performance est devenue un pilier de l'existence. Cette déshumanisation est invisible. Elle s'insinue dans le langage, les attentes sociales, la culture, l'éducation. On finit par l'intégrer, par jouer le jeu, en oubliant qu'un être humain existe aussi dans ses failles, ses lenteurs, ses contradictions et ses moments vides. Le danger n'est pas de développer son potentiel, mais de croire que notre valeur dépend uniquement de lui. Un jour, le capital s'épuise. Si nous ne sommes que performance, il ne reste rien. Comment sortir de cette logique sans tout rejeter, sans quitter son travail, sans renoncer à l'ambition, sans refuser de progresser ? La réponse est contre-intuitive. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de réhabiliter ce qui ne sert à rien. Retrouver son humanité dans l'inutile. Si tout doit être utile et optimisé, la vraie rupture consiste à faire ce qui ne sert à rien, non pour fuir, mais pour redevenir humain. Notre époque a oublié que l'identité se construit aussi par des activités sans fonction. Marcher, contempler, discuter, rêver, créer sans objectif. Ces moments paraissent inutiles mais servent à tout. Marcher sans destination, sans objectif de pas ou de performance, laisse l'esprit respirer. Il permet aux pensées de s'organiser et à l'intériorité de se reconnecter. Ce n'est pas productif, mais c'est profondément structurant. L'humain a besoin d'espace où il n'est attendu de rien, où il n'a rien à prouver, rien à optimiser. C'est là que l'identité se construit. Le vide effraie parce qu'il ne produit rien, mais il permet la digestion émotionnelle, la maturation intérieure, la créativité et la construction du sens. Sans vide, on accumule sans transformer. Un enfant qui joue n'essaie pas d'être meilleur. Il explore, imagine, ressent. C'est ce qui construit son monde intérieur. En grandissant, nous perdons ces espaces. La rébellion la plus puissante n'est pas de tout refuser, mais d'accepter de ne pas être exceptionnel partout, être moyen, ne pas progresser sans cesse, ne pas tout optimiser, ne pas tout transformer en projet. Cela demande du courage dans une société qui valorise l'excellence permanente. Mais quand on accepte de ne pas être extraordinaire partout, la pression diminue, la respiration revient, la comparaison s'efface et la présence augmente. On vit au lieu de se surveiller. Des gestes simples sont révolutionnaires. Lire sans chercher à retenir, marcher sans podcast ni téléphone, discuter sans objectif, créer sans publier, se reposer sans culpabilité. Savoir ralentir devient un leadership intérieur, invisible et puissant. Le vrai pouvoir n'est pas d'aller plus vite, mais de savoir s'arrêter, dire non, se protéger et préserver son énergie. Celui qui ne sait pas s'arrêter se perd. Concrètement, un salarié qui pose des limites protège sa santé mentale, sa créativité et sa relation au travail, et dure plus longtemps. Quelqu'un qui accepte de ne pas optimiser sa vie ressent davantage, observe plus et vit plus intensément. Retrouver le droit d'être humain, être fatigué, lent, confus, fragile, ce n'est pas une anomalie, c'est la vie.
Peut-être que vous n'êtes pas en retard, pas insuffisant, pas assez. Peut-être êtes-vous simplement humain. Ce qui n'est pas rentable économiquement construit souvent l'âme. On nous a appris à courir, à devenir meilleur, plus efficace, plus solide, à optimiser le temps, le corps, l'esprit, les émotions, toute notre vie. Sans nous en rendre compte, nous avons fini par croire que notre valeur dépend de tout cela. Mais posez-vous une question inconfortable. Si vous ôtiez tout ce que vous produisez, travail, réussite, progrès, performance, que resterait-il de vous? Peut-être que le problème n'est pas tant que nous travaillons trop, mais que nous avons appris à nous aimer seulement quand nous sommes utiles, seulement quand nous avançons, seulement quand nous réussissons. C'est pourquoi tant de gens s'effondrent, non parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils sont fatigués de devoir mériter leur propre valeur, de devoir prouver qu'ils existent, de devoir devenir quelqu'un au lieu d'être simplement quelqu'un. La tragédie contemporaine est que nous utilisons notre liberté pour nous auto-épuiser. Il existe une sortie, et elle ne passe pas par plus d'efforts, plus de discipline ou plus d'optimisation. Elle commence par quelque chose de simple. Se redonner le droit d'être inutile parfois. Faire une chose sans objectif, dire quelque chose sans intention, aimer sans calcul, marcher sans destination, se reposer sans culpabilité, exister sans performance. Peut-être que vous n'êtes pas en retard, peut-être que vous n'êtes pas assez, peut-être que vous n'avez rien raté, peut-être que vous êtes simplement en train d'essayer de vivre dans un monde qui confond exister et produire. Question honnête. Quelle est la dernière chose que vous avez faite juste pour le plaisir, sans chercher à progresser, sans vouloir devenir meilleur, sans vouloir en faire quelque chose? Écrivez-la en commentaire, pas pour répondre à quelqu'un, mais pour vous en souvenir. Peut-être que c'est dans ces moments inutiles que commence la retrouvaille avec soi. Et peut-être que comprendre cela, c'est déjà sortir un peu de la tyrannie.